Si vous pensiez que les scientifiques avaient découvert à peu près tous les secrets de notre univers, détrompez-vous. Depuis plus d'un siècle, c'est la relativité générale d'Einstein qui est utilisée pour décrire notre univers à l'échelle cosmique. Mais ces vieilles équations souffrent d'un défaut absolument colossal, qu'Einstein qualifiera de plus grande erreur de sa vie. Cette erreur, c'est sa fameuse constante cosmologique qu'il a été contraint d'ajouter à ses équations pour contrebalancer artificiellement les effets d'une mystérieuse force invisible sur la gravité. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui nous échappe, sachez que l'univers observable, que l'on sait décrire à l'aide de toutes ces équations, ne représente que 5% de l'univers total. C'est-à-dire que 95% de ce qui compose notre univers nous est totalement inconnu. Les scientifiques appellent ça la matière noire et l'énergie noire, mais ils n'en ont encore jamais détecté. Alors vous allez me dire, comment sait-on qu'il y a quelque chose si on ne le détecte pas? Eh bien, on ne le détecte pas directement, c'est vrai. Mais on observe indirectement la présence de cette matière noire à cause de l'impact colossal qu'elle a sur le mouvement des galaxies. Sans toute cette énergie mystérieuse, les galaxies qui tournent sur elles-mêmes se disloqueraient dans le cosmos. Quant à l'univers, il imploserait sous l'effet de son propre poids, de sa propre gravité. C'est pourquoi on a rapidement associé cette constante cosmologique à un mystérieux pouvoir répulsif du vide. Quoi qu'il en soit, la constante cosmologique d'Einstein cache une réalité plus complexe dont les mécanismes restent à découvrir. Je vous propose de partir à la rencontre de ces monstres cosmiques qui se cachent dans les régions les plus désertiques de notre univers. Pour bien vous représenter notre cosmos à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle où les amas de galaxies paraissent comme des petits points lumineux au loin, imaginez que notre univers est un emmental avec des trous. Au passage, je vous rappelle que le gruyère n'a pas de trous et que ces deux fromages n'ont rien à voir si ce n'est qu'on les râpe. Dans notre analogie, le fromage représente la matière observable, en l'occurrence des galaxies agglomérées les unes sur les autres. Et les trous du fromage représentent de gigantesques régions vides. Maintenant, imaginez que les trous du fromage se mettent à gonfler partout en même temps. La matière va se retrouver comprimée jusqu'à ce que le fromage ne forme plus que de fins filaments piégés entre les trous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre univers, où d'immenses régions vides vont venir comprimer les galaxies le long de fines régions. Tout ça à cause de ce fameux pouvoir répulsif du vide. Sauf que le problème, c'est que le vide, normalement, c'est vide, il n'y a rien. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, le vide n'est jamais vraiment vide. Les scientifiques ont beau créer le vide le plus parfait et le plus absolu en retirant jusqu'à la dernière particule, le vide reste le théâtre de phénomènes qui défient l'entendement. Des particules apparaissent de nulle part, font leur petit tour, puis s'annihilent pour repartir d'où elles sont venues. Plus exactement, il s'agit d'une particule et de son antiparticule, qui apparaissent par paires. La seule différence entre les deux étant la charge électrique. C'est ce qui fait la différence entre les particules de matière et les antiparticules faites d'antimatière. Donc le vide est sans cesse animé d'un balai de particules et d'antiparticules qui reste encore assez mystérieux. Et c'est d'ailleurs de ce fourmillement que serait né notre univers. Certaines paires de particules apparues dans le vide ne se seraient pas annihilées pour des raisons plus ou moins connues et seraient restées dans notre univers. Le problème, c'est qu'il devrait rester autant de particules que d'antiparticules, sauf que ça n'est pas le cas, puisqu'on retrouve presque uniquement de la matière, et que seule une infime quantité d'antimatière semble avoir subsisté. C'est pour ça que certains se sont demandé s'il n'y aurait pas un lien entre l'antimatière et ce fameux pouvoir répulsif du vide. Sauf que l'antimatière se détecte très bien et n'a pas grand-chose d'exotique. Ce sont en fait deux problèmes distincts qui n'ont pas de lien de cause à effet. Et comme on est à peu près certain que le nombre de particules et d'antiparticules devrait être le même au départ, on se demande où les antiparticules manquantes ont bien pu aller. Et comme on ne les retrouve pas, elles pourraient bien avoir été recyclées en cette fameuse matière noire manquante par un processus jusqu'à maintenant inconnu. Mais aujourd'hui, une théorie a le vent en poupe pour expliquer cette matière noire. Elle se base sur le principe de la masse négative. Alors ça peut paraître n'avoir aucun sens, une masse négative. Mais c'est en fait très simple, et les théoriciens ont démontré que l'existence des masses négatives était parfaitement compatible avec la relativité générale. Ça ne pose en fait pas plus de problème que d'inverser la charge électrique d'une particule, comme pour l'antimatière. Donc cette mystérieuse matière noire qui nous échappe aurait une masse négative, et c'est cette caractéristique qui la rendrait d'une manière ou d'une autre invisible à nos instruments. Dès lors qu'une particule serait dotée d'une masse négative, elle cesserait d'interagir avec les trois forces fondamentales connues, les forces électromagnétiques, nucléaires faibles et fortes. Par contre, cette particule de masse négative aurait tout de même un impact sur la gravité, mais avec un sens opposé, ce qui expliquerait que la matière noire ait cet effet répulsif sur la matière. Alors jusqu'à maintenant, il y avait deux théories candidates pour remplacer la vieille constante cosmologique d'Einstein. D'une part, on avait la théorie des cordes, qui postule que tout ce qui manque serait caché dans des dimensions supplémentaires,
elle-même contenue dans des sortes de minuscules cordes recroquevillées sur elle-même. C'était un peu pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, puisque de toute façon on n'a jamais observé ces cordes. Mais la démarche était novatrice, et une seconde théorie lui emboîtait le pas avec la gravitation quantique à boucle. C'est un nom un peu barbare, mais pour vous donner une image, dans cette théorie, on imagine que notre espace-temps est pixelisé, comme si on vivait dans une sorte de gigantesque écran de télé en 3 dimensions, avec un niveau de détail extrêmement fin. Mais revenons à notre matière noire, qui échappe toujours à nos sens et à nos instruments. Imaginez que vous disposiez de lunettes magiques pour y jeter un œil. Voici ce que vous verriez. Reprenons notre fromage dont les trous ont été agrandis. En passant les lunettes, tout ce qui était fromage se transforme en vide, et à la place des trous, vous apercevez désormais des amas de matière noire. Ce monde que vous observez est en quelque sorte l'envers de notre univers. Mais dans ce versant de l'univers, la matière noire se comporte exactement comme la matière classique dans notre univers. C'est-à-dire que ces nuages de particules noires se compriment sous l'effet de leur propre gravité pour former ce qui ressemble à une étoile. Sauf qu'en l'occurrence, on ne parle pas de gravité, mais d'antigravité. Donc c'est comme si notre univers était double. Dans un premier versant se trouve toute la matière, et dans l'autre versant qui nous échappe, la matière noire. C'est pour ça que certains voient ce versant négatif de l'univers comme une sorte d'univers parallèle, mais ce n'est qu'une question de terminologie. Ceci dit, c'est assez parlant dans le sens où n'importe quel objet de matière classique peut traverser ces fameuses régions de vide intersidéral sans interagir avec la matière noire qu'il compose. Et dans l'autre sens, une personne constituée de matière noire pourrait littéralement traverser les murs de votre maison, puisque les deux types de matière n'interagissent pas. Et la seule chose qui relie ces deux versants de l'univers, c'est la gravité. C'est d'ailleurs sur ce principe qu'est basé le film Interstellar. À la fin du film, le protagoniste passe dans un trou noir et se retrouve dans une sorte d'univers parallèle. Depuis cet endroit, il transmet un message en morse à sa fille en faisant bouger l'aiguille de sa montre par le seul biais qui relie ces deux mondes, la gravité. Mais d'où est venue l'idée à Christopher Nolan d'utiliser un trou noir pour passer dans l'autre versant de l'univers ? Eh bien, les trous noirs pourraient effectivement être la clé pour comprendre comment interagissent ces deux mondes. C'est peut-être d'ailleurs les seuls endroits de l'univers où il est possible de passer de l'un à l'autre. Alors un trou noir, ça peut sembler être un objet ultra complexe, mais c'est en réalité un objet relativement banal, puisqu'il s'agit simplement d'une boule extrêmement compacte de matière, comme n'importe quelle étoile, mais en beaucoup plus dense. Ce qui fait qu'un trou noir est tellement exotique, ce n'est pas sa nature, mais plutôt le fait qu'il concentre tellement de masse en un seul point, que c'en est trop pour le tissu de notre espace-temps à tel point qu'il semble littéralement se déchirer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du trou noir, la gravité devient infinie. Alors, je vous rassure, la gravité infinie, ça ne veut absolument rien dire, c'est un non-sens. Stephen Hawking lui-même avait d'ailleurs annoncé peu de temps avant sa mort qu'il doutait que cette singularité puisse exister, et il commençait à penser que les trous noirs devaient mener à un autre univers. Ce qu'il postule, c'est que lorsque vous arrivez en bordure du trou noir, au lieu de continuer votre chemin vers le centre du trou noir où la gravité serait infinie, eh bien il se passe quelque chose qui vous fait basculer dans l'autre versant de l'univers. Cette limite qu'il est impossible de dépasser en s'approchant d'un trou noir, on l'appelle l'horizon du trou noir. Cet horizon délimite une sphère parfaitement sombre, et autour de cette sphère tournoie la matière qui l'alimente petit à petit, comme c'est le cas pour n'importe quelle étoile qui alimente son noyau. Dans une étoile, les particules qui arrivent trop près du noyau sous l'effet de la gravité subissent une pression colossale. Et c'est cette pression qui va permettre aux particules de subir une transformation. En l'occurrence, les atomes sont tellement comprimés les uns sur les autres qu'ils fusionnent pour donner des molécules plus lourdes et donc plus complexes. Dans les plus grosses étoiles, c'est par exemple comme ça que le diamant est créé. Et bien pour un trou noir, c'est la même chose. Lorsque des particules arrivent trop près du centre, elles vont subir une transformation propre au trou noir. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Lorsque la matière arrive trop près du centre du trou noir et arrive à cette sphère horizon, elle semble littéralement disparaître de notre univers. Or, on sait deux choses. D'une part, les trous noirs émettent des rayons X, mais en très faible quantité. D'autre part, on sait que les trous noirs perdent leur masse. Et c'est là que la nouvelle théorie de la masse négative devient très intéressante. On pense que lorsqu'une particule passe l'horizon du trou noir, elle verrait sa masse inversée, et serait alors transformée en matière noire. Et le faible rayonnement X ne serait qu'un déchet de cette opération. Donc au lieu de continuer à se balader à l'intérieur de la sphère horizon comme on l'imagine depuis longtemps, une particule verrait simplement sa masse s'inverser au moment même où elle atteindrait cette limite. Et elle ne pourrait pas aller plus loin que le bord de cette sphère, puisqu'aussitôt après son inversion de masse, la particule désormais noire serait immédiatement repoussée par la gravité du trou noir à cause de sa masse négative.
Si vous pouviez observer cette particule passer l'horizon du trou noir, vous auriez l'impression qu'elle se dématérialiserait. Il faudrait ensuite mettre vos lunettes magiques pour voir la suite dans l'autre versant de l'univers. Et notre particule noire irait rejoindre ses copines dans les immenses régions de matière noire qui composent le vide de notre univers. Au passage, cette inversion de masse qui se produit aux abords des trous noirs pourrait également expliquer pourquoi certaines paires de particules ne se sont pas annihilées lors de la naissance de notre univers. Si une particule et son antiparticule de charge électrique opposée apparaissent tout près de la sphère horizon d'un trou noir, il est possible que l'une des particules soit happée et voit sa masse inversée, tandis que l'autre reste dans notre versant de l'univers. Et donc ces deux particules n'auraient plus aucun moyen d'interagir pour s'annihiler, ce qui expliquerait qu'on observe bien plus de matière que d'antimatière dans notre univers. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait plus d'antimatière qui serait passée dans les trous noirs que de matière, puisque statistiquement ça devrait être 50-50. Eh bien c'est un mystère, mais on peut supposer que la charge électrique joue sur la probabilité qu'une particule soit attirée dans le trou noir, et que ce soit surtout les antiparticules qui aient vu leur masse inversée. Donc si vous suivez bien, il est tout à fait possible d'inverser la masse d'une particule, mais également d'une antiparticule. Ça ne pose aucun problème, ce sont simplement différentes propriétés qui se combinent. Si on inverse la charge électrique d'une particule, on obtient une antiparticule, donc de l'antimatière, et si c'est la masse d'une particule qu'on inverse, on obtient une particule noire, donc de la matière noire. Au final, on peut tout à fait avoir de l'antimatière noire, qui aurait sa charge électrique et sa masse inversée. Par ailleurs, cette inversion de masse qui s'opère aux abords de la sphère horizon du trou noir expliquerait pourquoi il ne fait aucun sens de calculer la courbure de l'espace-temps qui semble infinie à l'intérieur de cette sphère limite. Et pour une raison très simple, cette région ne se trouverait pas dans notre espace-temps. On rappelle qu'en termes de géométrie, on est dans un espace à 4 dimensions, et que ce n'est pas parce qu'on peut placer un point sur un espace en 3 dimensions que ce point appartiendra forcément à sa projection en 4 dimensions. Alors ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est un peu comme vouloir réparer une chambre à air en collant une rustine sur la jante. Donc exit la singularité des trous noirs et leur courbure infinie de l'espace-temps, et place à une nouvelle géométrie qui ouvre les portes d'un versant de l'univers jusqu'alors inconnu. Dans cet autre versant de l'univers, il se pourrait également que les constantes cosmologiques, comme la vitesse de la lumière, soient différentes. Et donc, si la vitesse de la lumière était beaucoup plus élevée que dans notre versant de l'univers, un vaisseau pourrait voyager d'un point à un autre bien plus rapidement, pour peu qu'il inverse sa masse avant d'effectuer le trajet. Aux yeux d'un observateur, le vaisseau semblerait se dématérialiser, puis réapparaître comme par magie quelques secondes plus tard à des kilomètres. Et si c'est une particule comme un photon ou un électron qui fait un tel voyage, elle pourra même sembler dépasser la vitesse de la lumière, ce qui est normalement impossible. Et c'est exactement le genre de comportement que l'on observe à l'échelle de l'infiniment petit, ce qu'on appelle le monde quantique. Dans le phénomène d'intrication quantique, par exemple, deux particules peuvent être séparées par des milliers de kilomètres, mais lorsque ces deux particules sont intriquées, toute action sur l'une a un effet instantané sur l'autre. C'est-à-dire que l'information entre les deux particules semble voyager plus vite que la lumière. Donc ça pourrait expliquer pas mal de bizarreries que l'on observe dans le monde quantique. Ce qui est très intéressant, puisqu'aujourd'hui le Graal de la physique, c'est justement de trouver une théorie qui unifie la relativité générale d'Einstein et le monde quantique. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pour l'instant, on ignore s'il est possible d'opérer une inversion de masse sur une particule autrement qu'en l'envoyant dans un trou noir. Mais peut-être qu'un micro-trou noir suffirait, parce qu'après tout, il ne semble pas y avoir de taille minimale pour en créer un. On les appelle également les trous noirs quantiques. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que tout le monde avait eu peur il y a quelques années que notre univers disparaisse dans l'un de ces minuscules trous noirs, quand les scientifiques avaient annoncé qu'ils essayaient d'en créer dans leur accélérateur de particules, au LHC. Malheureusement, ces expériences n'ont rien donné. Quoi qu'il en soit, si on arrivait à maîtriser cet état de la matière pour inverser à volonté la masse d'un vaisseau, ce serait très avantageux. D'une part, comme on l'a vu, il serait peut-être possible de voyager dans cet autre versant de l'univers plus rapidement. D'autre part, si on place un vaisseau sur Terre et que l'on inverse sa masse, le vaisseau serait immédiatement projeté vers le ciel, puisqu'il subirait la gravité de la Terre, mais inversée, donc il tomberait vers le haut. Pour ralentir puis redescendre, il suffirait de modifier les cycles d'inversion de masse de telle manière que le vaisseau passe un peu plus de temps avec une masse positive qu'avec une masse négative. De cette manière, il va subir plus de gravité que d'antigravité. Et pour faire du vol stationnaire, vous l'aurez compris, il suffit de régler sur 50-50 pour que la gravité et l'antigravité s'équilibrent. Alors plutôt que d'inverser la masse de chacune des particules du vaisseau et de ses occupants, il serait sans doute également possible de générer un champ d'antigravité autour du vaisseau. Dans Star Trek, ça s'appelle le Warp Drive et ça a été inventé en 2063. Pour résumer, la matière noire serait de la matière ou de l'antimatière dont la masse aurait été inversée, après être passée à l'intérieur d'un trou noir.
Au passage, on notera que l'énergie noire n'existe pas en soi, puisqu'elle n'est rien d'autre qu'une conséquence de la répulsivité de la matière noire. Comme on l'a vu, cette caractéristique expliquerait beaucoup de choses. Les 95% manquants de notre univers, le déséquilibre apparent entre matière et antimatière, la singularité des trous noirs, leur fonctionnement, l'expansion accélérée de l'univers ou encore certaines bizarreries du monde quantique. En gros, la quasi-totalité des questions non résolues en physique. Quoi qu'il en soit, 3 expériences importantes sont actuellement en cours au CERN concernant l'antigravité. Mais les chercheurs peinent encore à différencier antimatière et matière noire. Et pour l'instant, ils se concentrent surtout sur l'antimatière. D'ailleurs, si vous regardez sur le site du CNRS, l'article qui relate ces expériences postule que 2 particules de masse négative s'éloignent l'une de l'autre, alors que selon toute vraisemblance, c'est le contraire. Si c'était vrai, ça voudrait dire que 2 particules de masse opposée se poursuivraient en s'accélérant indéfiniment, ce qui est une aberration totale. Mais une chose est sûre, on n'a jamais été aussi proche de percer les secrets de l'antigravité. Et au-delà de révolutionner nos transports, elle pourrait également nous ouvrir les portes du voyage interstellaire. Et pourquoi pas, faire de nous les dieux de civilisations exogènes primitives.